Bonjour les poulpes musclés, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. L'objectif est d'analyser la Girl Power, c'est une compétition de force athlétique qui a réuni 11 athlètes féminines, françaises et internationales en force athlétique. Donc mon objectif en tant que prépa mentale va être de sélectionner quelques moments dans la compétition, donc il n'y aura pas toutes les athlètes ni toutes les barres, parce qu'il y a quand même 11 athlètes, fois 3 mouvements, fois 3 essais, ça fait beaucoup d'essais. Donc j'ai sélectionné uniquement quelques moments intéressants à analyser du point de vue de la prépa mentale. Donc ça va pas du tout être une analyse de performance physique ou quoi que ce soit. L'objectif est simplement de tirer quelques moments où on peut aborder des thématiques de la prépa mentale comme la gestion du stress, la confiance en soi, la relation entraîneur-athlète. Alors en prépa mentale, le but n'est pas de juger en tant que bien ou mal. Je sais que tous les athlètes ont leur routine de performance, tous les athlètes ont leurs critères, leurs facteurs de performance. L'objectif est simplement de prendre un élément, de l'interpréter au vu de nombreux outils de communication, de PNL, de prépa mentale et d'en tirer une hypothèse par rapport à un contexte ou non, parce que parfois je ne connais pas les athlètes, je n'ai pas le contexte. Je prends juste un élément et je suppose des éléments par rapport à cet élément, de l'élément. Dans ces vidéos, on va analyser notamment les routines de performance et leurs différences selon les nationalités des athlètes. Donc une routine de performance, c'est l'ensemble des actions, des choses à penser que l'athlète met en place de façon consciente ou non avant d'arriver sur sa barre, avant d'arriver sur le moment clé de la performance. Donc ça va être des gestes de main, des paroles, des expressions. Et on va voir justement qu'il y a des différences entre les athlètes. On va analyser aussi un peu le cadre organisationnel de la compétition, donc ce qu'on appelle les facteurs externes, que ce soit le public, la musique, le commentateur, voir de quelle façon ça peut influencer la performance. Et je vous ferai un petit résumé à la fin parce que les vidéos vont très vite, donc je mets des mots sur certaines choses, mais parfois on n'a pas le temps de trop tout commenter. Donc n'hésitez pas à voir le récap à la fin pour avoir les idées un peu plus claires. Bon visionnage, n'hésitez pas à répondre en commentaire si jamais vous avez vu des choses qui vous interpellent, vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas et bonne vidéo. Allez, on commence par Alison, une athlète que j'ai suivie en préparation mentale. Donc on peut constater que ce n'est pas son entraîneur habituel, c'est quelque chose qui peut être impactant sur une compétition, mais pour autant Alison avait plutôt une approche fun de cette compétition, donc il n'y a pas forcément d'enjeu pour elle. Elle a une démarche plutôt sereine, on voit qu'elle précipite pas le pas. Elle n'a pas une routine de performance très marquée, que ce soit de façon sonore ou visible. Allez, c'est parti pour Alison, sa 3e barre, donc ça représente quand même un grand enjeu, la 3e barre. On sent qu'elle prend le temps de se préparer. Elle a plutôt un regard assez focus, on voit qu'elle fronce un peu les sourcils, on ne le voit pas, mais moi je le vois. Donc elle se positionne normalement. Et c'est parti. Allez. Et on va voir à sa technique que c'est plus compliqué que les autres barres, c'est tout à fait normal, c'est une 3e barre et ça passe super. On voit qu'elle a pris plus de temps que ses autres barres et là, on voit à sa façon de célébrer que ça représentait un grand enjeu. Qui dit grande célébration, dit grand enjeu. Donc ici on a Heather Connor, une athlète américaine de 47 kg qui est assez impressionnante. C'est peut-être celle qui a eu le plus d'encouragement du public, on le voit avec sa famille, avec plein de gens qui la soutiennent. Elle a une routine de performance peu marquée. On se souvient des petites difficultés qu'elle a connues au championnat du monde. Et non, on ne met pas en avant les difficultés de l'athlète pendant sa barre. Je trouve que c'est très déstabilisant. Même si elle ne le comprend pas, ça diffuse une mauvaise énergie, que ce soit envers le public ou les autres. Ça peut solliciter, favoriser le sentiment d'empathie de la part du public et donc renforcer les encouragements. Ça peut être quelque chose de positif, mais je pense pas que ce soit une bonne chose, c'est quelque chose à éviter, il faut être un peu plus objectif en tant que commentateur. Elle prend beaucoup de temps pour se préparer, donc c'est un signe aussi, ça peut être un signe de crainte, un signe de grand enjeu. Et ce qu'on va voir, le principal signe qui montre que Heather était quand même stressée, c'est ce petit contact physique qu'elle va avoir avec les spotters, puisque c'est une façon de décharger un peu son stress, de toucher quelque chose, d'avoir ce contact physique. Et la barre ne passe pas. Dommage. Sauvan, une athlète française. Donc on va le voir, elle est assez stressée, ça se voit, sa démarche plutôt lente. On sent qu'elle a peur de la barre, qu'elle ressent peut-être de la crainte. Après, elle marche plutôt lentement sur toutes ses barres, mais là, on le ressent davantage. Donc, elle y va. L'entraîneur est parti où? Entraîneur, reviens. Ton athlète a besoin de toi, a besoin d'être rassuré, ça se voit. On a un arrêt de la musique, on ne comprend pas pourquoi. Ça, c'est vraiment très mal géré. J'aborderai ce point-là juste après. Donc, c'est bien, il revient l'entraîneur avec des consignes techniques dont elle a besoin.
au niveau des routines de perf, on sent que son regard est davantage porté sur les arbitres, sur les consignes. Elle a besoin de repères, d'être rassurée, mais ça passe très très difficilement, mais ça passe. Et elle marche plus rapidement qu'à l'aller, donc ça montre justement un sentiment de crainte au départ et puis un soulagement par la suite puisqu'elle accélère son mouvement, sa démarche à la fin. Ça montre qu'elle veut vraiment laisser la barre derrière elle, qu'elle veut passer à autre chose et s'en aller. Andorina, une athlète française, on voit qu'elle aborde la barre de façon déterminée. Donc il faut savoir que c'est une athlète junior qui concourt avec des athlètes seniors. Donc on peut ressentir cet effet de petit poisson dans le grand bocal alors qu'elle était le gros poisson du petit bocal. Ça peut favoriser un manque de confiance. Pour autant, on sent une détermination, on sent qu'elle prend au sérieux cet enjeu. Il n'y a pas grand chose à dire sur ces routines de performance qui sont assez discrètes, ni audibles, ni visibles particulièrement. On sent que c'est assez facile pour elle, il me semble que c'était les premières barres. Et elle revient avec un pas plus lent qu'à l'aller. Et ça, c'est vraiment le signe qu'elle n'est pas stressée. On enchaîne tout de suite avec Chiara, une athlète italienne, je crois, qui marque bien son territoire dès son arrivée. On sent qu'elle a besoin d'évacuer son stress, qu'elle a besoin de toucher, d'avoir du contact avec un objet pour évacuer ce stress-là. On va voir que son entraîneur, lui, est assez présent. Donc elle aborde la compétition, elle a une démarche plutôt sereine. L'entraîneur, tu veux pas aller squatter à sa place? Donc on voit qu'il croise les bras, on pourrait dire que c'est un signe d'opposition. Là, dans ce contexte, c'est plutôt un signe, un marqueur de solidité face à son athlète. Il lui envoie de la force, il lui envoie de la stabilité. Pareil, elle a plutôt une routine de performance assez discrète. Je dis ça depuis le départ, mais vous allez voir que ça va vite changer avec les autres athlètes internationales. On sent qu'elle a besoin de marquer, d'avoir des ancrages solides. Et c'est parti, elle va s'engager sur cette barre. Elle prend pas mal de temps aussi pour se préparer. Alors, la prise de temps peut totalement être différente d'un athlète à l'autre. Il n'y a pas de bonne réponse, bien évidemment. Mais forcément, si on voit une athlète qui se prépare plutôt rapidement et puis après d'un coup elle se prépare lentement, ça peut montrer qu'elle a une plus grande appréhension de la barre. Donc là ça passe difficilement, il me semble que celle d'après elle l'échoue. Donc voilà, il y a pas mal de stress à gérer ici. Océane, une athlète française plutôt expérimentée, en tout cas c'est ce qu'on ressent en la voyant. On voit qu'elle a un état d'esprit plutôt d'approche par rapport à cette barre. Et là, la musique s'arrête encore, mais je trouve ça dingue comme cette musique est mal gérée. Et on sent qu'elle en a besoin, qu'elle a peut-être une préférence sensorielle auditive, puisqu'elle attend le retour de la musique pour démarrer, comme si elle avait besoin de cette ressource-là pour la relancer. C'est une bonne chose d'utiliser la musique, mais étant donné que c'est un facteur externe, on n'est jamais sûr que ça peut coller à nos besoins. Donc il faut faire très attention avec la musique. Je vais en parler juste après, justement, de l'importance de la musique et de sa gestion. On voit qu'elle a une routine de performance très peu marquée, pareil, elle a le regard assez focus, assez stable, elle a les appuis assez stables, elle n'est pas trop dispersée dans sa gestuelle, et là on voit qu'il y a effectivement un échec qui est peut-être dû à un problème technique comme dirait le commentateur. Après voilà, c'est assez multifactoriel, peut-être une erreur de placement, une trop grande appréhension de la barre, une trop grande perception des enjeux. On le verra par la suite, elle va réussir sa barre par la suite, donc je vais pas pouvoir montrer toutes les vidéos, mais en tout cas voilà, elle a réussi par la suite, donc elle a réussi à corriger l'optimisation de ses ressources par rapport à la demande juste après. On passe à Iris, donc je n'ai pas filmé sa démarche, mais il faut savoir que c'est une athlète qui montre le plus de constance et de régularité sur toutes ses barres. Elle ne change que très rarement sa démarche, que ce soit la vitesse, ses routines de performance qui sont assez similaires d'une barre à l'autre. Donc c'est un signe aussi de bonne gestion de ses ressources et d'une bonne concentration, c'est d'avoir cette régularité-là. Ici nous avons Marte, une athlète norvégienne, donc vous allez voir qu'il y a plusieurs points à observer chez cette athlète. Tout d'abord on peut observer la relation fusionnelle qu'elle peut avoir avec son entraîneur, qui lui crie dessus, qui va vraiment dans la même intensité que son athlète. C'est un peu du montre-moi qui est l'entraîneur, je te montrerai qui est son athlète, tellement elles ont cette harmonisation d'énergie. Là, on va voir que Marte, qui avait pourtant une posture très déterminée, très confiante, va réclamer de l'encouragement, du soutien de la part du public. Regardez, voilà, elle a ce geste de main, donc ça veut dire que ça représente un grand enjeu pour elle et qu'elle a besoin d'un soutien supplémentaire par rapport à ses autres barres où elle n'avait pas du tout cette attitude. On sent que ça représente un grand enjeu pour elle. Donc c'est parti, elle s'engage sur cette barre, toujours avec ses routines très sonores, très visuelles, très marquées par rapport aux autres athlètes. Et c'est parti, elle va s'engager sous cette barre.
Et donc comme je le dis bien, je pense qu'elle va échouer, je l'ai dit juste avant qu'elle s'engage. Et c'est exactement ce qui se passe. Elle n'arrive pas à supporter l'enjeu de cette barre. Donc voilà comment on peut prédire un échec finalement, c'est qu'on voit bien qu'elle avait demandé des ressources, de l'encouragement supplémentaire sur cette barre, comme elle n'avait pas demandé auparavant. On a Jessica Buttner du Canada, donc pareil que pour Iris, elle présente une certaine constance au-delà des barres, c'est-à-dire qu'elle arrive à bien gérer ses émotions et que par rapport à sa gestuelle, à son non-verbal, on ressent une stabilité, une certaine constance, une détermination sans faille, peu importe la charge, peu importe les différents obstacles, la musique, les commentateurs, tout ce qui peut se passer, on voit qu'elle est bien préparée et que ça se ressent dans son attitude et dans cette régularité émotionnelle qu'elle démontre en tout cas. Elle a des routines de perf assez marquées par sa posture, par sa précipitation vers la barre, on sent qu'elle a hâte de la manger, d'y aller. On ressent vraiment sa détermination via son attitude. Et puis à la fin, elle repart tout à fait sereine. C'est exactement ce que je vous avais dit. Quand tu y vas à fond et que tu la manges et que tu repars sereine, c'est que c'est totalement aligné à tes ressources. Nous avons Christine, une athlète islandaise qui est plutôt expérimentée. On le voit à sa démarche plutôt sereine. Pareil, qui montre une certaine constance. Quelles que soient les barres, elle a toujours des routines similaires, assez marquées, par des placements, par un ancrage au sol qui montre une certaine confiance. Donc elle ne devrait pas trop poser problème cette barre, on va la regarder tout de suite. La passe nickel. Alors on va observer un point assez étrange chez cette athlète, car elle va porter un regard assez marqué vers le public. Alors au départ je me disais qu'elle regardait peut-être l'arbitre pour savoir si sa barre était bonne. La barre est bonne, mais elle continue d'avoir ce petit regard. Donc peut-être qu'elle cherche quelqu'un, peut-être qu'elle cherche un regard d'un proche, qu'elle cherche à être rassurée par rapport à quelque chose. Donc on ne le saura pas, mais c'est une hypothèse. Ici, je voulais mettre l'accent sur l'athlète Jessica Buttner, puisqu'elle a reçu un certain nombre d'encouragements sur quasiment toutes ses barres. Et effectivement, ça joue énormément, c'est corrélé positivement avec la performance. Donc on peut voir à quel point un encouragement peut créer une performance ou une contre-performance en fonction de l'importance que l'athlète accorde à cela. On finit avec Amélie. Donc j'ai pas mis dans l'ordre, hein. Donc Amélie qui est une athlète française, on voit qu'elle a une routine de performance qui prend beaucoup de temps par rapport aux autres athlètes, que ce soit sur le placement, sur la routine gestuelle, sur le non-verbal. On peut distinguer plusieurs routines assez ancrées dans sa gestuelle. Elle va s'engager. Super, c'est une réussite. Et on va aussi mettre l'accent sur un point clé. Donc quand elle repart, donc c'était sa première barre, hein, mais on voit que les entraîneurs partent avant elle. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de parole. Donc peut-être que c'est une barre qui est jugée assez facile pour son niveau et qu'elle se concentre plutôt sur autre chose. Dernier point à analyser, il s'agit du choix de musique. Comme vous avez pu le constater sur le squat, on avait une musique assez dynamique, assez motivante, malgré quelques coupures. Ici, on n'a pas du tout de musique, une musique très douce, très relâchée, très apaisante. Donc je ne comprends pas ce choix, je ne comprends pas qui a géré la musique à ce moment-là, mais ça peut totalement faire perdre les moyens d'un athlète qui peut sortir de sa concentration, qui peut être démotivé par cette musique qui ne lui permet pas d'aller chercher des ressources. Après voilà, un athlète qui est concentré, qui s'est préparé, la musique n'a que très peu d'impact. Pour conclure, on a vu qu'il y avait bien des différences de routine de performance entre les athlètes. On peut distinguer qu'il y a une vraie différence entre les athlètes françaises et les athlètes internationales qui, elles, vont avoir des routines de performance très marquées, très visibles. On sent que physiquement, il y a quelque chose qui se passe et qui se transmet. Et on sent que chez les athlètes français, c'est un peu plus lissé, c'est un peu plus tranquille, on va dire. Au niveau des facteurs externes, donc par exemple le commentateur, je l'ai relevé qu'une seule fois parce qu'il y a eu un petit commentaire sur Heiser. Je comprends tout à fait que l'objectif, c'est d'animer, d'attirer l'attention, de donner des informations pertinentes. Pour autant, j'ai senti que parfois, j'ai même entendu que parfois, il y avait des encouragements qui étaient demandés pour certaines athlètes et pas pour d'autres. Donc bien sûr que parfois, quand il y a des barres exceptionnelles à faire, des records, je comprends qu'il y ait cet engouement à demander. Pour autant, si on regarde sur tout le long de la compétition, il y avait quand même beaucoup plus d'encouragement pour Jessica, pour Heiser, pour d'autres athlètes aussi, et pas pour d'autres. Donc j'ai senti cette différence. Et quand on connaît le lien qu'a les encouragements avec
la performance, on sait que effectivement c'est très important. Je crois qu'à la fin il y avait quelqu'un qui criait beaucoup, désolé, hein, je sais pas qui c'est, un commentateur qui a débarqué à la fin et qui a mis l'ambiance, mais je crois que l'ambiance était un petit peu redescendue. C'est très important que vous le sachiez, tous les athlètes ont besoin d'encouragement. Il n'y a pas d'athlète qui en a moins besoin que d'autres. Peut-être qu'il y en a qui sont facilement distraits par ça, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours un minimum. Un athlète a besoin d'être soutenu, encouragé, qu'on lui dise que c'est bien, qu'on lui montre qu'on est là pour lui. C'est super important, d'accord? Après, bien sûr qu'il y a des différences entre les gens. Au niveau de la musique c'était une catastrophe. Désolée, il n'y a aucune nuance dans mon discours. La musique est une catastrophe, mais les athlètes, vous ne pouvez pas en vouloir à la compétition. C'est un facteur externe, vous devez apprendre à le gérer. Parfois, il y aura de la musique, parfois, il n'y en aura pas. Parfois, il y aura des changements de musique. Ça arrive. Ok, c'est pas une bonne idée. Ok, c'est mal géré. Pour autant, vous devez vous préparer à gérer ce facteur externe et à votre façon de vous laisser distraire par celui-ci. Et pour ça, il va falloir travailler à l'entraînement, justement, sur ces changements-là. Il faut le travailler. C'est un facteur qui peut être perturbant. Je l'ai vu sur plein d'athlètes sur cette compétition. Il y en a qui attendaient que la musique redémarre. Il y en a qui mettaient un temps de pause parce qu'il n'y avait pas de musique. Il y avait aussi le public qui le relevait, qui disait « Hé, la musique !» Donc même si l'athlète ne l'a pas relevé, le fait que le public le relève et qu'il le fasse remarquer à l'athlète, ben ça peut la perturber. Donc vous voyez, c'est plein de facteurs externes qui paraissent rien du tout, mais qui finalement rentrent en compte dans la préparation de l'athlète, dans sa gestion, dans son optimisation des ressources le jour J. Dernier élément sur la relation entraîneur-athlète, bien sûr que ça change en fonction des athlètes. Il y a des athlètes qui aiment bien que l'entraîneur se place sur la scène, il y a des athlètes qui aiment bien que l'entraîneur se place en retrait. Ce qu'on peut constater encore une fois selon les études, c'est que l'encouragement, le soutien, la présence d'un entraîneur a une corrélation positive avec la performance. Bien sûr que la plupart des athlètes veulent que leur entraîneur les suive, les encourage, leur donne des consignes techniques, des consignes motivationnelles jusqu'au dernier moment et que parfois c'est un petit peu malheureux de voir un entraîneur qui part en plein milieu de la série, qui n'est pas là. Donc c'est important que l'entraîneur soit présent et bien sûr que tous les athlètes sont différents et qu'il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Pour finir, je voudrais mettre un peu des prix d'honneur aux athlètes que j'ai pu voir. Donc, premier prix, ça va être la meilleure relation entraîneur-athlète que j'ai pu voir durant cette compétition, qui va être attribuée à l'athlète qui s'appelle Iris, donc de Néderlande. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne connexion avec son entraîneur, qu'il y avait une bonne harmonie, un bon alignement entre les besoins de l'athlète et les efforts de l'entraîneur. Donc, on l'a ressenti à travers ces barres, on l'a ressenti à travers leur communication qui était claire, qui était nette. Il n'y avait pas trop de dispersion là-dedans et on a vraiment senti une harmonie des énergies et des besoins là-dessus. Le deuxième prix que je veux mettre en avant, ça va être l'athlète qui a les meilleures ressources mentales. Alors sur quoi je me base pour dire ça? D'un point de vue extérieur, on constate vite les athlètes qui savent gérer leur stress, qui ne savent pas, qui subissent les échecs, qui ont bien préparé leur compétition. Et c'est vrai que je me suis basée sur la régularité au niveau des états mentaux, sur la meilleure gestion des ressources, sur une préparation où on constate une vraie bulle de concentration, une détermination, une confiance sans faille. Et ce prix-là, je le décerne à Jessica Buttner, qui nous a montré une superbe compétition et une préparation de compétition vraiment exemplaire. Alors, je ne sais pas si elle travaille avec un prépa mental. En tout cas, j'ai vraiment trouvé une régularité, une constance mentale, une solidité à travers les barres et peu importe le résultat. Troisième prix, ça va être l'athlète la plus complète. Donc, à cela, je dirais un mélange en fait des deux et une relation entraîneur-athlète de qualité et en même temps une constance mentale qui est signe de performance. Et forcément, vous allez me dire, oui, mais non, parfois ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Attention, oui, ce prix-là, je vais le décerner à Heather Connor, qui pour moi représente l'athlète la plus complète dans tous les facteurs de la performance donnée. Oui, elle a fini première à cette compétition. Non, c'est pas forcément toujours le cas. C'est pas parce qu'une athlète a des ressources mentales qu'elle finit première, donc inversement. Mais pour autant, elle fait 47 kilos, elle est première de la compétition, donc au ratio, ça explique, ça montre à quel point elle a des ressources mentales qu'elle a développées grâce à sa pratique sportive et peut-être qu'elle aussi, elle travaille avec un prépa mental, ça arrive souvent à l'étranger. Donc, pour résumer, j'espère que vous avez aimé ma petite analyse, c'était une petite analyse synthétique pour vous montrer ce qu'on peut faire en prépa mental. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler, à commenter et puis à bientôt!